نواصل أيها السيدات والسادة مع مداخلات شركاء مقاطعة أجدال الرياض في تنزيل رؤية المقاطعة الذكية. اللحظة أعطي الكلمة للسيد بدر إيكن المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة، الحضور الكريم, c'est pour moi un réel plaisir d'être aujourd'hui parmi vous par rapport à plusieurs raisons. Je vais commencer par la première qui est très simple. Je suis né à Rabat et je suis né à Rabat Agdel et j'ai grandi dans l'arrondissement de l'Agdel. Donc là je suis vraiment content aujourd'hui d'être là et puis de réfléchir avec vous ensemble, d'avancer. Nous sommes en train d'avancer à développer également aussi pour moi mon quartier, mon arrondissement. Alors au tout début, je vais vous parler pendant 1 à 2 minutes des activités principales d'IRSN, l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle, sans reparler de la stratégie énergétique qui a été abordé brièvement par monsieur le directeur Ouahmid. Je voudrais commencer par une petite histoire. Vous savez qu'il y a exactement 40 ans, il y a eu un ingénieur de l'entreprise Motorola qui a effectué le premier coup de fil avec un cellulaire. C'était en 73. Et puis, on a vu 10 années plus tard, ça a démarré. Et puis il y a quelques années, on a suivi une réelle révolution de ce téléphone sans fil, alors qu'il y avait eu auparavant même des planifications et des investissements colossaux dans des réseaux électriques, enfin dans des réseaux de téléphonie filaire. Mais les choses ont totalement se sont développées dans une autre direction. Donc de la même manière, je pense que c'est important et je souhaite féliciter l'arrondissement suffisamment tôt de souligner l'importance de ce sujet qui est le sujet du quartier intelligent, de la ville intelligente, parce que les choses vont évoluer également très très vite. Alors en ce qui concerne l'IRSN, effectivement, nous avons 2 actions. La première est d'accompagner financièrement des projets collaboratifs qui impliquent les universités. Plusieurs de ces universités sont aujourd'hui aussi présentes dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, les technologies propres de manière générale. Et nous avons financé, alloué plus de 250 millions de dirhams sur les 5 dernières années et nous allons doubler ce budget. C'est des projets collaboratifs où on souhaite encourager les universités à travailler avec les entreprises. Cela dit, il faut être aussi franc, et c'est important de le dire, et là l'arrondissement, les villes vont jouer un rôle important. Je suis désolé, je vais parler ouvertement, je suis un chercheur, je peux me permettre de le faire. Nous sommes vraiment insatisfaits du passage de la recherche à l'innovation, du passage vraiment de l'innovation à la commercialisation. Il y a effectivement beaucoup d'efforts, mais nous restons loin derrière plusieurs réalisations et puis les avancées par rapport à l'entrepreneuriat si on a à comparer notre pays avec d'autres pays. Et c'est la raison pour laquelle on a rajouté d'autres appels à projets qui s'appellent InnoBoost pour pousser encore et encourager à avoir comme porteurs de projets, comme porteurs des jeunes entrepreneurs et des entreprises qui sont responsables de ces projets. Et nous souhaitons accompagner fortement ces résultats de projets de recherche vers justement l'arrondissement, vers la ville, vers le monde socio-économique. Donc c'est la raison pour laquelle on a doublé le financement pour les 5 prochaines années. De l'autre côté, vous le voyez à droite, les infrastructures de recherche. On a souhaité aussi physiquement avoir des plateformes de recherche interface entre les universités et le monde socio-économique pour permettre aux entreprises, aux entrepreneurs, aux chercheurs de développer leurs solutions et puis de monter dans les niveaux de technologie, les niveaux de maturité technologique.
On a commencé avec le Green Energy Park qui est dédié aux technologies solaires, le solaire photovoltaïque, le solaire thermique, également aussi des technologies annexes et connexes. On vient de finaliser le Green and Smart Building Park. Madame la Présidente était avec nous parce qu'on avait un événement qui s'appelle le Solar Decathlon. J'en parlerai à la fin. Donc ça, c'est une plateforme qui est dédiée aux bâtiments écologiques, qui utilise notamment aussi différentes sources renouvelables, aux réseaux intelligents et puis à la mobilité durable. Donc c'est une sorte de plateforme, une petite ville où les étudiants vont habiter, mais qui en même temps sert comme un grand laboratoire, un laboratoire à ciel ouvert. Il y a d'autres plateformes, Green H2A, l'hydrogène vert, l'ammoniac vert, un sujet sujet d'avenir, vous allez le voir très fortement, qui va impacter la géostratégie, puisqu'on ne va plus avoir ce qu'on connaissait avant comme des pays riches, des régions riches, parce qu'elles avaient des énergies fossiles. On va avoir des régions qui vont se retrouver beaucoup plus riches parce qu'elles ont des ressources naturelles. Donc, et ça, c'est des plateformes que nous sommes en train de mettre en place. On a fini les 2 premières, et puis il y a 3 qui sont également aussi en cours, et une plateforme qu'on a commencé la construction à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, là également pour consolider le partenariat Sud-Sud. Je ne vais pas m'attarder sur ces chiffres, mais quand vous voyez le nombre de publications, ça c'est l'année 2018, vous allez voir 300 publications scientifiques, mais lorsqu'on va voir le chiffre des startups créées, on est à 2. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure encore d'un réel défi que nous souhaitons réaliser et dépasser. Donc, j'ai souhaité profiter de cette occasion pour parler de projets concrets, et des projets concrets qu'on est en train de mettre en place avec l'arrondissement Agdel Riyad. Notamment le premier, il est relatif à l'utilisation de compteurs intelligents sans fil qui vont venir se greffer au niveau des compteurs de la régie. Et l'idée, c'est vraiment de commencer d'abord à avoir une très bonne acquisition des données, d'avoir continuellement les données. Ça, c'est important, de les récupérer. Nous allons commencer par les bâtiments de la commune, par les établissements publics, et ensuite encourager l'intégration du solaire. Et puis, vous allez voir aussi avec quels instruments nous souhaitons le faire. Et il est important de souligner que par rapport à ces différents projets, ces projets ont toujours un élément en commun, c'est l'utilisation de technologies développées par des chercheurs marocains. Donc, en ce qui concerne ces compteurs intelligents sans fil, c'est un compteur qui est en cours de finalisation de développement au niveau du centre de recherche Masser. Et donc, l'idée, c'est de démarrer, de collecter, d'avoir continuellement les données, de pouvoir suivre continuellement en ligne comment est la consommation, les impacts, les différences, les comparaisons avec des mois auparavant, avec des années auparavant, et puis après, préparer cette intégration de l'énergie solaire au niveau des établissements commerciaux et autres. Et pour ce, nous avions aussi développé un cadastre solaire, c'est le premier cadastre solaire africain. Nous avions commencé avec la ville de Benguela où nous avons notre centre de recherche. Nous avons finalisé également aussi la ville de Casablanca. Et pour Rabat, le premier quartier, ce sera l'arrondissement d'Agdel Riyad. Et donc, le propriétaire, chacun a la possibilité, le gestionnaire d'un immeuble, du foncier, d'un patrimoine immobilier, peut cliquer sur la toiture et avoir automatiquement le potentiel théorique. Il faut voir est-ce que la toiture est utilisée ou pas, le potentiel théorique par rapport à la production en énergie solaire photovoltaïque, le coût, la durée d'amortissement, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut faire tout simplement en un clic très très rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça va contribuer à valoriser. Et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé au début de l'exemple avec le cellulaire. Au début, on était vraiment sur des solutions connectées, de manière filaire, centralisée. Et là, tout doucement, on va commencer à voir que c'est possible aujourd'hui, avec des solutions renouvelables, d'avoir une solution autarque et de pouvoir aussi baisser sa facture énergétique. Pour vous donner un exemple, on avait mené le test sur une maison avec 5 kW qui étaient installés dessus. On arrivait à couvrir 25% du besoin journalier. Donc c'était une maison, et là c'est différent de l'établissement public, la consommation énergétique électrique se fait plutôt là, au niveau du résidentiel, surtout le soir. Et donc on a pu alimenter avec ces 5 kW seulement 25% de la consommation.
Et puis on a rajouté, on a connecté une voiture électrique. Pour nous, ça c'est important, je vais parler de la mobilité électrique. Elle est en train d'arriver, on est en train de suivre. Le groupe Volkswagen a annoncé arrêter le diesel en 2025 et il vise à ce que 2030 arrêter les moteurs à explosion. Il y a aussi des pays qui visent, comme la Norvège, à partir de 2025, à interdire les moteurs à explosion. Ils sont déjà arrivés à une flotte nationale, un parc automobile national en Norvège à 40%. Donc c'est des choses également qui arrivent. Alors on a pris une voiture électrique, on l'a connectée avec une borne de recharge bidirectionnelle, et là c'est important d'avoir les bonnes infrastructures. Et on a pu, en utilisant la batterie de ce véhicule, couvrir jusqu'à 90% du besoin, parce que le soir, toute la partie de l'énergie provenait du véhicule électrique. Et ça, ce sont de nouveaux modèles qui vont voir le jour. Et puis les quartiers, la ville doit se préparer. Dans ce contexte-là, on a commencé. Alors au Maroc, on a commencé aussi à Bengrir. C'est là où nous avons, on a parlé tout à l'heure, monsieur a parlé de la ville verte de Bengrir. Donc il y a plusieurs projets pilotes. Et là, on a commencé avec un réseau de bornes de recharge. Nous avons commencé il y a 4 ans avec une flotte de véhicules aussi électriques, c'était important de les tester. Et puis ensuite, on a un projet intéressant pilote d'avoir un corridor de Tanger à Agadir, chaque 75 km, relié donc au niveau de plusieurs stations-service. Vous avez aujourd'hui des bornes de recharge électrique. Ça nous permet de recevoir en été plusieurs touristes qui ont des véhicules électriques ou des Tesla qui viennent parce qu'ils savent qu'il y a ces bornes de recharge. Et puis c'est important pour tout le monde parce que c'est cette question de l'œuf et de la poule. Faut-il attendre qu'il y ait les véhicules électriques pour mettre en place des bornes de recharge, ou faut-il aussi déjà commencer? Ça c'est important d'avoir ce qu'on appelle l'infrastructure minimum. Et dans le cadre de cette infrastructure minimum, l'idée c'est au niveau de l'arrondissement Agdel-Riyad, je dois dire que ça a été plus facile à Bengrir, ville plus petite, c'est vrai. On est très content de notre capitale qui a changé, qui est magnifique, et qu'on espère aussi que les process évoluent aussi et qu'ils soient aussi un peu plus rapides. En tout cas, l'idée là, c'est d'avoir des bornes de recharge, plusieurs bornes, pour permettre aux gens de choisir. On connaissait les Renault Zoé qui étaient électriques, je suis désolé, je cite les marques, mais maintenant, il y a aussi des voitures plus grandes, moins chères, avec une autonomie plus importante, Hyundai Ioniq, etc., qui arrivent. Donc il va être possible aussi de les prendre, l'exemplarité de l'État, et on va commencer à acquérir aussi des véhicules. Et là, ce n'est pas intéressant d'avoir que quelques bornes seulement au niveau des administrations. Il faut qu'il y en ait un peu partout. Et dans ce contexte-là, on commence avec ces bornes d'infrastructure minimum, mais il y a plusieurs petites bornes qu'on va installer, et là encore, c'est également un développement qu'on a mené au niveau d'IRSN avec plusieurs partenaires. C'est des bornes de petite puissance qui vont pouvoir être intégrées au niveau de Candelabre. Il y a également aussi un projet intéressant, c'est qu'au niveau du parking de Marjan, il y a la première borne, elle est opérationnelle et elle utilise l'énergie électrique du réseau pour charger des véhicules électriques. Partiellement la journée si c'est la journée à travers les modules photovoltaïques, la journée par le réseau. Elle sera complétée par un système de stockage électrochimique, des batteries, pour pouvoir, et ça sera la première borne africaine qui permet de recharger plusieurs véhicules électriques seulement grâce à l'énergie solaire et aux batteries. Et ça, c'était important de le montrer, en sachant qu'effectivement, on n'a pas encore atteint la parité en ce qui concerne les voitures électriques. Par contre, ça a commencé concernant les motos électriques. Vous savez qu'en Chine, aujourd'hui, il y a plus de 220 millions de cyclomoteurs électriques. Pourquoi? Parce qu'on a atteint la parité. Si un cyclomoteur de type Peugeot, encore une fois, je suis désolé, je cite des marques, coûte 10 000 dirhams, eh bien, le cyclomoteur électrique similaire coûte moins de 8 000 dirhams. Et dans ce contexte-là, l'idée, c'est de développer, c'est d'avoir des petites bornes, des petites ombrières, parce que pour charger un cyclomoteur, on a besoin de 2-3 modules photovoltaïques, et d'inciter les gens de leur offrir la recharge gratuitement. Ça, c'est important. On souhaiterait aussi l'implémenter au niveau de l'arrondissement Agdel-Riyad, et nous sommes en train de préparer la même chose avec la ville de Marrakech, une ville où il y a beaucoup de cyclomoteurs électriques. Donc, c'était pour vous présenter un peu quelques projets qui sont en cours, et puis tout cela se ferait au courant de l'année 2020. Et ça, c'est important de commencer à avoir ces solutions qui vont pouvoir être connectées. Là, on parle aussi d'efficience énergétique par rapport à la mobilité, et c'est des sujets qui sont tous très très importants, mais je souhaitais quand même parler de projets bien précis.
Je l'ai cité, c'est un peu le slide de la fin, ce qui est très très important. C'est pour ça que j'ai parlé aussi tout à l'heure de manière directe, ouverte, de cette insatisfaction, du défi par rapport à l'innovation et à la commercialisation. C'est important de citer que nous avons un très fort potentiel. On a organisé la première compétition Solar Decathlon en Afrique. Nous avions à peu près 1 millier d'étudiants qui se sont préparés pendant 1 an et qui pendant 3 semaines ont construit un village solaire, de vraies maisons écologiques qui fonctionnent au solaire, avec des centaines de développements, avec des centaines d'idées, de concepts qui peuvent être valorisés. Donc l'important, c'est que nous avons la matière grise. Donc c'est d'abord les smart people qu'on a, et puis nos jeunes qui sont smart. Et il faut essayer au maximum d'encourager, de créer l'environnement propice, ça a été cité aussi par le ministre Mohamed V, monsieur le vice-président, pour pouvoir leur permettre de valoriser tous ces résultats et puis qu'on aille vers encore plus d'entrepreneuriat. Et pour nous, je vous remercie Madame la Présidente, parce que c'est ce qu'on souhaitait aussi. On a commencé à le faire aussi au niveau de Boudrir, c'est sûr que c'est plus petit, c'est plus simple, mais ce qui est important, c'est de pouvoir passer du laboratoire de l'université à un laboratoire à ciel ouvert. Et ça, c'est quelque chose qu'on va avoir l'occasion de faire ensemble et je vous en remercie. Merci pour votre attention. إذا نشكرك جزيل الشكر السيد بدري كن المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة. نواصل الاستماع للمداخلات. اللحظة أدعو السيدة والأستاذة فرح فتجاه ممثلة رئيسة جامعة الحسن الثاني. أذكر أيضا بأنكم أستاذة جامعية بكلية عين الشق للعلوم التابعة للجامعة، فلتتفضلي من أجل تقديم عرضكم. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. تصحيح لي الاسم ليلى تجاه. Je suis désolée, en étant un chercheur, donc j'ai parlé en français, j'ai pas les termes réels arabes pour présenter le concept. Alors, je vous remercie tous, je remercie Madame la Présidente pour son invitation à cet événement qui a sa deuxième édition, comme j'ai appris aujourd'hui. Je représente aujourd'hui présidente de l'Université Hassan II, professeur Awar Taif Hayar, qui est aussi présidente de notre centre de recherche GreenTech, qui était donc le partenaire scientifique de Casablanca Smart City. Et aujourd'hui, je vais essayer de présenter donc un petit peu le modèle de Casablanca. Et je terminerai par un use case qui est donc la maison intelligente Idouar qui a justement participé à Africa Decathlon cette année. Alors donc le concept sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est le concept de frugalité et d'inclusion. Et c'est un concept qui a été donc adhéré au niveau scientifique, qui a été validé au niveau scientifique et que nous avons appliqué à Casablanca. Donc aujourd'hui, je suis la secrétaire générale de GreenTech. GreenTech qui est une organisation à but non lucratif qui a été créée en avril 2010 avec le soutien de l'Université Hassan II.
et de la Fondation Hassan II pour les résidents marocains à l'étranger et de beaucoup d'experts marocains dans le domaine des technologies vertes, d'où le nom Green TIC, c'est-à-dire Green ICT. L'objectif de notre centre de recherche, c'est de renforcer les activités des laboratoires marocains. C'est sûr que nous, on est en recherche, mais comme a dit M. Badriken tout à l'heure, il faut que les projets deviennent réalité, et c'est justement à travers des partenariats qu'on vise à avoir avec le monde industriel et d'autres intervenants. Donc, GreenTIC est constitué est en coopération avec plusieurs laboratoires, donc de type de l'Université Hassan II, d'autres universités, aussi de laboratoires d'Europe et des États-Unis. Donc l'objectif, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas m'attarder sur la présentation donc, du centre, c'est justement donc, de promouvoir le partenariat et la collaboration entre l'Union, donc entre les différents partenaires, les différents chercheurs des universités marocaines, mais surtout de passer à l'acte à travers l'implication donc, de l'industrie locale dans le domaine d'éthique et dans le souci principal, c'est le respect de l'environnement. Donc, dans notre centre de recherche, donc, on a un axe qu'on travaille qui est donc l'axe de villes intelligentes. C'est sûr que les villes intelligentes, ce n'est pas juste la technologie qui se rajoute au concept. La ville intelligente ne pourra pas être que technologique, elle doit être innovante, et je pense que c'est des choses qui ont été dites auparavant. Mais aussi, c'est quelque chose qui va permettre donc, de coopérer principalement avec des citoyens intelligents. Donc ces citoyens intelligents, ce qu'on appelle Smart Citizens au départ, et là on parle de Smart People, doivent participer à la gouvernance, ils vont être soucieux de la qualité de vie de leurs concitoyens, ils doivent aussi aider ou protéger leur environnement. Et donc la technologie ou l'ICT ne va être que facilitateur, mais ne sera pas du tout en solution en soi. Ce que j'essaie de dire là, c'est qu'on ne passera pas à une ville intelligente en rajoutant des e-services ou bien des accès à des sites web ou en développant des applications. C'est tout un concept qui contient beaucoup d'axes. Je cite ici une présentation qui a été inspirée des travaux de Rudolf Giffenger, qui est donc le sociologue qui est à l'origine de l'idée. Donc une ville intelligente, c'est d'abord trois composantes, donc la composante économique, la composante environnementale et la composante sociologique. Aujourd'hui, moi je vais vous parler que de cet axe-là, qui est l'axe de composante sociale des villes intelligentes. Donc les principaux axes ou thèmes qu'on travaille dans notre centre de recherche, c'est justement avoir cette interaction direct avec les citoyens à travers donc l'organisation de plusieurs créatons durant donc l'événement phare à Casablanca qui est à sa 4e édition dont je parlerai tout à l'heure, qui est le Casablanca Smart City Expo. Et donc nous on travaille avec une idée de bottom-up, c'est-à-dire qu'on reçoit les demandes du citoyen lui-même, donc en déployant ou en utilisant l'approche participative. Et on est à la recherche de problèmes réels des citoyens. Et donc en essayant donc de faciliter les services à ces citoyens, de réduire la fracture numérique, d'offrir des services de proximité, etc. Mais il y a beaucoup d'idées qui remontent dans ces différents créatants. Bien sûr, on parle de problèmes de transport, d'éducation, etc. Nous travaillons aussi, donc on a essayé de faire ça avec des citoyens casablancais, mais l'idée peut se faire aussi ici à Rabat. Et l'idée, c'est justement de faire participer ce citoyen, parce que c'est lui qui est concerné par le changement. On doit l'écouter et on doit par la suite trouver des solutions qui répondent à ses besoins. D'accord ? Donc le modèle de Casablanca Ville Intelligente, qui vient d'un modèle qui est scientifique, qui est Frugality and Inclusion, concept qui a été donc validé par le I3E. Donc l'objectif, c'est de développer une vision globale et investir dans les ressources humaines selon le modèle des 4P. Alors quand on parle de modèle 4P, c'est partenariat public-privé, personne. Donc nous avons 4 idées principales. D'abord, c'est l'approche participative, c'est-à-dire l'engagement des citoyens à voir les idées ou faire participer le citoyen. Deuxièmement, pour que ça soit frugal, il faut capitaliser et moderniser les infrastructures existantes. On ne commence pas à zéro, on capitalise tout ce qui a été fait. Nous avons vu dans la présentation donc, de monsieur, je n'ai pas retenu son nom, mais dans la direction du ministère de l'Intérieur, qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et donc, justement, il faut capitaliser. En essayant d'avoir d'autres collaborateurs et en essayant d'investir dans l'éducation, la R&D, innovation sociale.
Troisième chose, c'est le crowdsourcing, c'est-à-dire la collecte de données. Et toutes les personnes ont actuellement des smartphones. Et là, il faut utiliser ces données, cette masse de données. On parle maintenant de big data, mais là, on parlera prochainement de big data. Donc, nous avons beaucoup de données qu'il faut utiliser. Et ces données-là, qui sont collectées, il faut les utiliser d'une façon smart et se baser sur l'innovation et l'utilisation de ces données. Donc, la quatrième idée, c'est quoi? C'est le bottom-up, c'est-à-dire qu'on commence depuis le citoyen, c'est l'approche ascendante et non pas descendante, mais aussi c'est ne pas avoir un grand concept, mais avoir des petites réalisations, des quick wins, donc des réalisations rapides, de petites applications qui montent, qui vont se réunir, parce que c'est vrai que la ville intelligente, c'est un grand concept, mais il faut faire des réalisations pour que les citoyens aient justement ce que vous avez dit tout à l'heure, Madame la Présidente, c'est-à-dire la confiance. Bien sûr, ça ne peut se faire que si on a une bonne régulation. Et ça, il faut faire beaucoup d'efforts et je pense que beaucoup de gens vont aider dans ce contexte-là, la régulation de la ville intelligente, avoir de nouveaux modèles commerciaux équitables pour ouvrir le marché, etc. Et ça ne peut se faire que si on transforme les défis en des opportunités. Oui, nous avons des défis, mais il faut les transformer justement. Donc, je résume. Donc, on se base sur un partenariat public-privé-citoyen, personne, parce que c'est eux qui sont les acteurs et les constructeurs de leur ville intelligente. Si on parle ici de l'arrondissement, donc c'est la participation des gens qui sont dans l'arrondissement. Il faut aussi que ça soit frugal, c'est-à-dire, le terme en arabe c'est muqtasidin, c'est-à-dire qu'on ne va pas réellement tout réinventer, donc on va limiter les risques d'investissement, on aura l'approche ascendante. Puis on réutilise, on transforme les infrastructures existantes, comme j'ai dit tout à l'heure, grâce aux smartphones, etc. Tout en se basant sur l'innovation, c'est-à-dire qu'on ne veut pas beaucoup d'applications. Vous savez très bien, moi je suis prof d'informatique, que c'est très très facile de faire des applications, mais par la suite il faut avoir des applications efficaces, des applications qui marchent, des applications qui répondent à de bons besoins. Parce que là, si vous partez dans n'importe quel smartphone, et que ce soit quelle que soit la marque, et vous partez dans les applications, vous allez en trouver des milliers. Mais là, il nous faut des applications qui sont smart, qui répondent aux vrais besoins. Donc c'est ça donc l'idée. Donc comme vous voyez, donc ça c'est un concept qui a été validé dans la recherche à travers un article scientifique. Ici, juste pour vous dire que Casablanca, en 2015, a été choisi par le I3E, elle et Kansas City, donc par le consortium I3E Smart City comme étant une Casablanca I3E Core Smart City. Et donc, à travers cela, et le Centre Greentic a été le conseiller scientifique donc, de Smart City Expo pendant les 4 années. Donc à la première édition, donc en 2016, le thème c'était Ville ouverte, innovante et inclusive. En 2017, des villes par tous. En 2018, des villes à vivre et innovation citoyenne. Et en 2019, on est aussi à l'ère de l'intelligence artificielle, donc l'intelligence artificielle au service des citoyens. Je vais présenter vers la fin rapidement donc, un use case qui est le IDOAR. De IDOAR, donc c'est une nouvelle vision pour le développement socio-économique, comme je vous ai dit dans notre centre de recherche, à travers des associations, beaucoup d'associations, et nous on est sûr que cette approche donc, de participatif avec les citoyens peut se faire directement, mais il ne faut pas oublier un composant très très important dans notre pays, qui sont donc les associations qui pourront justement qui devront justement être avec nous pour travailler sur beaucoup de concepts. Donc c'est le développement socio-économique et l'autonomisation des citoyens dans les zones rurales. Et donc on a créé ce qu'on appelle la Smart Maison ou Smart Dar, qui a justement participé au Africa Decathlon en 2019. Malheureusement, ils n'ont pas gagné, mais en tout cas, on a eu donc notre maison qui était là du concept, qui est partie du concept vers la réalité. Donc là aussi, ce concept-là a été validé par un article scientifique, justement, dans tout ce qui est utilisation donc, de l'énergie, donc l'efficacité énergétique, etc. L'idée ici, c'est d'avoir une maison sur laquelle on va capitaliser pour atteindre plusieurs objectifs. Donc, qui va pouvoir, donc, d'un côté, promouvoir la maison marocaine traditionnelle
qui va contenir des choses donc, au niveau donc, de la tapisserie, donc, qui va permettre le dialogue entre générations. Donc on va atteindre à travers cette smart d'art beaucoup d'objectifs et on va valoriser beaucoup de choses, notamment au niveau patrimoine culturel et au niveau tourisme, etc. Un deuxième use case, c'est aussi le portail e-learning réactif de sensibilisation à l'alphabétisation dans les zones rurales. Et ça aussi, ça a été fait, ça a été validé d'abord scientifiquement et ça a été fait en collaboration avec l'université en Inde. Voilà, donc ici vous avez donc les liens pour l'EcoDAR et donc sa participation à Solar Decathlon Africa 2019. Donc nous avons des images ici, donc ça c'est le prototype et ça c'est l'étape de construction. Et j'ai vers la fin le résultat final qui est donc la maison EcoDAR, bien sûr qui travaille avec le solaire et qui a donc pour si vous avez besoin d'autres informations, donc vous allez retrouver tout ici dans Frugal Smart Home ou EcoDAR. Voilà, donc je conclue donc ici par résumer ce que j'ai présenté. Donc j'ai parlé du concept de ville intelligente, frugale et inclusif. Aussi j'ai parlé d'expérience donc de notre centre de recherche dans l'accompagnement dans Smart City Expo. Et finalement, donc, j'ai parlé de l'avantage ou de la R&D pour réaliser, bien sûr, la R&D pas toute seule, mais en collaboration avec beaucoup d'acteurs pour passer à des projets pilotes concrets. Merci beaucoup. شكرا جزيلا السيدة ليلى فجار ممثلة رئيسة جامعة الحسن الثاني والأستاذة الجامعية بكلية عين الشوق للعلوم التابعة لجامعة الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء. والدعوة موجهة الآن للسيدة يولاندا جاه لتقديم هذه الشهادة. أذكر بأن السيدة يولاندا جاه مندوبة مؤسسة الثقافة الإسلامية بالمغرب العربي، مستشارة ومسؤولة عن اللجنة الثقافية للدائرة الدبلوماسية بالمغرب. Bonjour, assalamu alaikum, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Je tiens d'abord à féliciter les organisateurs de cette initiative et les remercier de m'avoir invité à participer avec un témoignage sur l'importance de ce qu'aujourd'hui nous désignons diplomatie parallèle, mais qui a été une pratique stratégique tout au long de l'histoire dans différentes civilisations. Membre actif depuis des années dans des organisations non gouvernementales, à savoir la Fondation de la culture islamique, FONCI, de Madrid, et le Cercle diplomatique de bienfaisance de Rabat, je vais me servir brièvement de leur action pour mettre en valeur le rôle de la diplomatie parallèle dans les relations internationales. Le Cercle diplomatique de Rabat est une organisation à but non lucratif qui regroupe les conjointes des chefs de missions diplomatiques et des représentants d'organisations internationales accréditées au Maroc. Elle a pour objectif de soutenir des projets sociaux d'ONG marocaines qui travaillent dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement des femmes et des enfants au milieu rural. En parallèle, ces actions visent à découvrir le Maroc et sa culture et à consolider les liens entre les Marocains et les membres du corps diplomatique. Collectif formé par plus de 50 femmes d'origine et traditions bien différentes, le Cercle diplomatique a été pour moi un véritable laboratoire interculturel, capable de faire de la diversité une source de richesse et un instrument extraordinaire d'échange et de communication qui reflète l'esprit de la diplomatie parallèle. De sa part, la Fondation de la culture islamique, FONCI, présidée par le chercheur marocain Cherif Abdelrahman Jah,
travaille depuis une trentaine d'années dans la recherche et la diffusion de la civilisation islamique en général et dans l'Andalous en particulier, autant que modèle de société plurielle. Engagée dans la lutte contre le racisme et la xénophobie, la FUNCI œuvre à niveau international pour le dialogue, le respect et la compréhension mutuelle entre les peuples, une forme de diplomatie parallèle au moyen de la culture contre les stéréotypes qui menacent l'entente et la cohabitation. En partenariat avec les différentes collectivités territoriales et dans le cadre de sa plateforme de coopération internationale Médomed Paysage culturel en Méditerranée et Moyen-Orient, qui regroupe 23 pays de la région, la FUNCI tient plusieurs projets ici au Maroc. Parmi d'autres, les projets de réhabilitation des jardins almohades de l'Agdal de Marrakech, les jardins de style andalou du jardin essai botanique de Rabat et l'école de jardinage Bourg-Grec Habit Social à Salé. Le tout dans une démarche de durabilité pour une sorte de diplomatie parallèle à caractère scientifique. En tant que représentant de la FUNCI au sein du cercle diplomatique, je voudrais signaler la coopération entre les cercles et les collectivités territoriales. Je citerai parmi d'autres initiatives notre course 10 km pour la paix et le bazar diplomatique de bienfaisance qui, fort du succès populaire, mobilise dans chaque édition presque toutes les ambassades et organisations internationales accréditées au Maroc, de la main d'un grand nombre d'institutions et d'ONG marocaines. Ces événements, ainsi que d'autres actions à caractère culturel, comptent sur le précieux soutien de la commune de Rabat. Dans ce sens, je peux vous avancer qu'une convention de coopération entre la commune de Rabat et les cercles diplomatiques sera bientôt mise en place. D'autre part, je citerai la participation du cercle diplomatique à la cérémonie de retour des jeunes organisée par la présidente de l'arrondissement Agdal Riyad à l'occasion du dernier mois de Ramadan. Au-delà d'être un geste d'hospitalité envers les femmes diplomates, fut une occasion pour le partage et le rapprochement. Et une manière de montrer les valeurs de la culture islamique et les traditions du Maroc. Encore une fois, un exemple significatif de diplomatie parallèle au service de la coopération bilatérale. De même, j'évoquerai le Festival international Enfants pour la paix, organisé par l'arrondissement Agdal Riyad à l'occasion de la fête du trône, en coopération avec l'association Bourg-Grec et différentes ambassades. Une grande fête multiculturelle avec un message fort, très fort, transmis par des centaines d'enfants venus des 4 coins du monde. Pour finir, je me permets de lancer un appel aux responsables des collectivités territoriales pour continuer de soutenir les initiatives de la société civile, dont l'engagement est le vrai moteur et la garantie d'un développement toujours durable. En souhaitant que toutes ces actions de coopération bilatérale à niveau local ainsi qu'à l'international puissent contribuer à la paix et au vivre ensemble si nécessaire de nos jours, je tiens à vous remercier de votre attention. Mais, s'il vous plaît, avant de vous quitter, je vous prie de bien vouloir honorer les femmes diplomates, membres du cercle diplomatique, pour leur engagement avec les populations les plus vulnérables du Maroc. Merci beaucoup. إذا شهدت السيدة يولاندا مندوبة مؤسسة الثقافة الإسلامية بالمغرب العربي ومستشارة ومسؤولة عن اللجنة الثقافية للدائرة الدبلوماسية بالمغرب، كانت هي آخر شهادة ضمن القسم الأول من هذا الملتقى الثاني للمقاطعة الذكية.
حيث ستتواصل فعاليات هذا الملتقى بجلستين حواريتين. الأولى ستسيرها السيدة فاطمة الزهراء بالوضحة رئيسة شعبة هندسة المعلومات بالمدرسة المحمدية للمهندسين، والثانية ستكون من تسيير السيد إدريس شحو أستاذ جامعي ومدير مركز الدراسات والأبحاث الجغرافية بجامعة محمد الخامس، حيث سيتم التفاعل معكم أنتم أيضا. قبل ذلك تدعوكم السيدة بديعة بناني رئيسة مجلس مقاطعة أجدال الرياض إلى هذا حفل شايل على شرفكم، وسنعود بعد حوالي 15 دقيقة.